Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre magazine axé sur les projets financés par l'Union européenne, projets supervisés, mis en œuvre et suivis par la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement en République démocratique du Congo, la COFED. Je suis Jean-Marc Amatoki pour vous présenter ces magazines. Jean-Claude Siala sur la mise en onde. Cette émission est produite grâce à la contribution de Gisèle Lamboley, chargée des communications et gestionnaire des projets au sein de la COFED. Nous saluons également la participation de Patrick Bakombe. Fidèles auditeurs, bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous allons braquer les projecteurs sur les projets réalisés dans le domaine de l'environnement. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios Monsieur Jeff Mapilanga. Monsieur Jeff, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur chef du département technique au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Bienvenue chez nous. Merci. On va se focaliser aujourd'hui sur les projets menés dans le domaine de l'environnement et pour vous permettre de vous rendre compte sur ce qui s'est fait, nous allons suivre les témoignages de monsieur Josué du Parc national de Virunga. Eh bien, il nous parle ici surtout de ce qui s'est fait dans la production de l'énergie suivante. La Fondation Virunga, qui a la mission de faire la conservation autour du parc, a compris qu'il est difficile qu'on puisse faire la conservation sans réduire la pauvreté d'une part, mais aussi sans intervenir dans la stabilité au niveau de la région. C'est pourquoi elle a monté un programme de développement qu'on appelle Alliance Virunga. Ce programme qui permet à ce que la Fondation puisse avoir des piliers qui lui permettent d'atteindre son objectif de conservation durable. Parmi ces piliers, nous avons Virunga SARL qui se charge de la construction de centrales, mais aussi de la distribution de l'électricité dans la région. Virunga SARL, en produisant l'électricité, en la distribuant à la population qui n'en avait pas, il joue les rôles de moteur de développement au sein de la région. Nous avons besoin de l'emploi pour réduire la pauvreté et pour avoir de l'emploi, il faut que les secteurs privés puissent être développés. Il y a des entreprises qui se sont créées, des petites et moyennes entreprises. Environ 300 parmi les 4800 connexions que nous avons sont des entreprises et parmi les 300, 80% ont été nouvellement créées parce que l'électricité est arrivée. Voilà, après ce témoignage de M. Josué de l'Alliance Virunga, suivant un autre bénéficiaire. Lui, c'est un agriculteur, M. Elias. J'ai fait partie des agriculteurs du milieu ici et on s'est organisé quand même en entreprise et pour le moment, nous travaillons, nous sommes au nombre de 1260 producteurs. Dans notre zone, souvent, on produisait, mais on ne savait pas où vendre. Et ce sont nos voisins, nos pays voisins qui profitaient de ce que nous faisons parce que à cette époque-là, il n'y avait même pas de courant. Et les soja, les maïs qu'on récoltait à cette époque, ce sont les Ougandais qui achetaient ça et allaient transformer chez eux. La Fondation Virunga nous a facilité parce qu'il nous a donné un crédit, le crédit qui nous a facilité à élargir nos installations et améliorer notre unité de transformation. Et pour le moment, et avec la Fondation Virunga, vous voyez que nous avons les courants qui nous facilitent aussi et qui nous permet aussi de réfléchir davantage sur ce qu'on peut entreprendre comme activité de transformation. Quand l'électricité est arrivée, tout d'abord, c'était une joie parce que pour le moment, vous voyez, comme vous le constatez, nous avons maintenant les machines pour la transformation, nous avons les décortiqueuses, nous avons les broyeurs, nous avons construit même les entrepôts pour conserver les produits déjà transformés. Pour que les courants nous facilitent beaucoup pour la transformation et nous aident aussi à essayer d'augmenter la capacité de la production. Voilà, nous remercions Monsieur Elias pour son témoignage. Je retrouve dans ces studios Monsieur Jeff Mapilanga, directeur chef des départements techniques au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vous avez suivi avec nous ces deux témoignages. J'aimerais recueillir d'emblée vos impressions. Je crois que mes impressions, elles sont satisfaisantes parce qu'il s'agit en fait ici d'une appropriation de l'œuvre qui est pilotée avec le financement de l'Union européenne
et sous en fait la gestion de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est pratiquement un établissement public qui gère le réseau des aires protégées en République démocratique du Congo. Et bien sûr, pour ce qui concerne le cas précis ici, le parc national de Virunga, il est à mode de gestion des partenariats public-privé avec la fondation Virunga dont on parlait le premier intervenant. Alors, quel est l'état des lieux que nous pouvons faire sur les projets dans le secteur de l'environnement, projets financés par l'Union européenne, suivis, mis en œuvre et réalisés sur terrain par la COFED? Merci, c'est intéressant. Nous trouvons pratiquement au début de l'année, il faut faire une sorte de recap, une sorte de visibilité par rapport à toutes ces interventions qui sont porteurs pour l'Assemblée du pays. Je voudrais d'abord souligner que non, il s'agit du 11e FED, qui est une intervention qui couvre... FED, c'est une abréviation. Oui. C'est les fonds européens pour le développement. Fonds européens pour le développement, bien sûr. Et qui couvre un certain nombre d'aires protégées, notamment le parc national de Virunga, dont parlaient les intervenants de tout à l'heure. Il y a le parc national de la Garamba, dans la partie nord-est de la RDC, le parc national de la Salonga, le complexe Upemba Kundelungu dans la partie sud, ainsi que la réserve biosphère de Yangambi dans l'ancienne province orientale, en fait. Et donc, ces projets sont multiples. Il s'agit d'une composante, si je dois parler en termes de composantes, il y a une composante conservation et il y a une composante développement. C'est-à-dire, les interventions de fonds européens de développement antérieurs, il s'est focalisé sur d'abord les parcs nationaux. Mais cette fois-ci, pour le 11e FED, en tout cas, il y a également une composante développement durable en périphérie, c'est-à-dire au profit des populations riveraines au sein de ces aires protégées. En quoi consiste-t-il ces volets développement durable? Ça se passe comment sur le terrain? En fait, tout est lié. Je voudrais effleurer la composante conservation. Conservation de la biodiversité au sein de ces aires protégées, que je venais de citer tantôt, mais également la problématique de développement de toutes ces populations riveraines qui exercent une certaine pression sur ces aires protégées. D'où, en fait, une sorte de trilogie, conservation, bien-être des populations, c'est-à-dire développement, il y a sécurisation, et également la paix pour, en fait, les opportunités d'emploi. Et donc, ces fonds, dont 60% selon les bailleurs de l'Union européenne, a été monté sur base que non, cette fois-ci, nous accorder une attention particulière pour les projets de développement intégrés et en périphérie des aires protégées. Donc, 60% de ces financements, il est alloué aux projets porteurs en dehors des aires protégées. Mais tout est lié, comme je venais d'expliquer, à la conservation de la biodiversité. Et donc, vous y trouvez des interventions au niveau de Virunga, dont venaient parler les intervenants, au niveau également du parc national de la Garamba et au niveau du parc national de la Salonga, dans le cadre, en fait, d'améliorer le bien-être de ces communautés, mais également à travers des actions, les créations d'emplois, les industries de transformation, bref, une série de projets qui interviennent dans le cadre de l'amélioration du bien-être des populations riveraines, mais également le 11e FED joue un autre aussi rôle, comme dans les endroits où il se développe. Il s'agit aussi d'un pool développé, en fait, un pool de développement économique au niveau provincial, comme par exemple pour le cas de Virunga dans le Nord Kivu, au niveau de la Salonga dans la province de la Chuapa, etc., etc. Pour la Garamba, la province de Haut-Ouélé. Et si on doit essayer de mesurer l'impact de toutes ces réalisations sur la vie de la population, mais aussi sur la préservation de la biodiversité, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire par rapport à l'amélioration, il s'agit de différents niveaux de mise en œuvre au niveau de ces différents sites d'intervention de 11e FED diffèrent d'un endroit à un autre. Pour le cas de Virunga, comme disaient les intervenants, on a des composantes par rapport à la valorisation des ressources en eau. La ressource en eau a été valorisée par la création des centrales hydroélectriques. Les centrales hydroélectriques, ils créent une impulsion à travers l'industrialisation, la création des micro-entreprises. Il y a la création des emplois, mais également un élément important, c'est le marché. En fait, le marché. Donc,
en ce qui concerne les grandes réalisations, pour ce qui concerne la Salonga, et je dirais, il y a la réhabilitation de tous ces projets est axée pour l'instant dans cette phase ici, et il y a les interventions en rapport avec l'amélioration ou la réhabilitation de la route de Boende-Monkoto, la réhabilitation des autres axes de desserte agricole, également les appuis en intra aux communautés locales et également l'écoulement, parce que au niveau de l'Équateur, là, disons la grande province de l'Équateur, il y a un problème de marché. Donc, les interventions au ciblé, c'est genre de réalisation. Pour ce qui concerne la Garamba, le projet, il est en train de se mettre en place à travers des études de faisabilité par rapport aussi à la valorisation de la ressource en eau pour les centrales hydroélectriques, etc., etc. Pour ce qui concerne Yangambi, il y a la gouvernance de ce domaine, de cette réserve à biosphère, parce que là-bas, ce n'est pas un parc national, mais c'est plutôt une réserve où on a une partie d'exploitation forestière, mais également la survie des populations à terme de la chasse, à terme des collectes des produits forestiers non lignés. Et pour Upemba? Pour Upemba, la mise en œuvre, nous sommes en discussion. Pour le moment, le niveau de mise en œuvre, il n'est pas encore au point parce que nous sommes en discussion. L'Institut congolais pour la conservation de la nature avec l'Union européenne, COFED, ils sont en négociation pour parler, pour voir en fait l'institution de mise en œuvre, et on a opté pour l'Union internationale Hollande qui va piloter en fait ces projets. Et pour le moment, on est dans les études de faisabilité par rapport à ces interactions. On est en train de produire certains outils en termes d'aménagement. Donc, quelles sont les interventions qui calibrent avec la conservation, c'est-à-dire à l'intérieur du parc et en périphérie, essayer un peu de faire le plan de développement local pour les interventions qui sont porteuses. Pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, vous écoutez ces magazines qui vous proposent un coup de projecteur sur les projets dans les domaines de l'environnement, projets financés par l'Union européenne, supervisés, mis en œuvre et suivis par la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement en République démocratique du Congo, la COFED. Et nous parlons de ces volets environnement avec un spécialiste en la matière, Monsieur Jeff Mapilanga, directeur chef du département technique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Alors, tout à l'heure, on a planté les décors, on a procédé à une sorte d'état des lieux. Et maintenant, Monsieur Jeff Mapilanga, en termes de moyens matériels et techniques, qu'est-ce qu'on relève par rapport à ces volets? Je pense ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en œuvre de ces projets, de tels projets, demande des apports assez substantiel. Okay. Il faut une programmation. Donc, si je dois prendre la globalité en ces débuts dans le cadre de cette intervention de 11e FED, le projet c'était 150 millions d'euros pour les composantes que j'ai citées, donc la composante parc, y compris la réserve de biosphère de Yangambi. Alors, les moyens matériels qui sont mobilisés, ils se rapportent pratiquement à des interventions sur les différents programmes. Je donne l'exemple. L'arsenal hydroélectrique qui est en train de s'installer au niveau du parc national de Virunga, c'est pratiquement un arsenal matériel assez important qui fait non seulement pas au niveau de la mise en œuvre, fait allusion à des matériels et équipements qui sont achetés dans des maisons, soit à l'extérieur, soit également sur le marché local, qui fait également venir une expertise d'accompagnement associée à l'expertise nationale, donc une sorte de transfert des compétences comme impact, mais également la création des opportunités d'emploi. Si je dois citer en 10 ans dans la planification pour ces interventions, on a pensé une estimation d'autour d'une création de 100 000 emplois directs qui proviennent des projets qui sont issus de l'implémentation du Fonds européen de développement, 11e Fonds européen de développement. Et donc ici, c'est dans les différents secteurs. Les secteurs de l'hydroélectrification,
les secteurs du tourisme, le secteur de l'industrie de transformation de ces produits, comme vous le savez, le Nord Kivu, la province de Dungu, Aru, en fait, ce sont des provinces agricoles, ou également la Salonga. Donc, la transformation ajoutait un plus à ces produits agricoles, comme l'intervenant du débit, qui disait que non, il pouvait facilement transformer ses maïs, il pouvait transformer ses carottes, il pouvait transformer ses pommes de terre, il pouvait transformer les produits laitiers, et donc venait un plus, non seulement pas créer des entrepreneuriats, mais aussi il y a l'aspect de marché, il y a également un aspect de l'emploi, parce que ces micro-entreprises, en fait, utilisent la main-d'œuvre locale qui se spécialise à différents aspects de transformation de tous ces produits agro-pastoraux. Alors, vous parliez d'un aspect d'équipement, je dirais, je pourrais beaucoup plus parler de ce qu'on appelle comme implication. Donc, non seulement il y a la transformation, la spécialisation de la main-d'œuvre locale à travers la mise en place de ces entrepreneuriats, mais il y a également une sorte de valorisation de la main-d'œuvre locale à travers tous ces entrepreneuriats. Et les produits qui sont, d'une part, issus de ces usines de transformation, comme les produits laitiers, comme les fromages, etc., tous ces produits agricoles, les décortiqueuses, la savonnerie. En fait, c'est une gamme d'industries de transformation qui se développe avec des implications, 1, au niveau du revenu, 2, au niveau de la formation, 3, au niveau même du développement, d'un pool économique local. Et lié à cela, l'aspect création de l'emploi, une région comme le Nord Kivu, une autre implication, c'est la paix. Au début, j'ai parlé de la paix, un boucle de la paix, parce que on utilise même des anciens, comment on les appelle, des anciens miliciens, qui sont résorbés, qui se professionnalisent en maçonnerie, en charpenterie, et donc ils n'ont plus, en fait, ils ont des opportunités pour se procurer quelque chose à manger. Il ne faut plus objet des convoitises de ces malfrats, coupeurs de route, etc. Et donc il y a beaucoup de retombées. Il y a beaucoup de retombées. Et donc je disais que c'est un boucle: conservation, bien-être, création d'emplois, sécurité, paix. Et lorsqu'il y a la paix, il y a pratiquement le développement qui génère tous les investisseurs qui arrivent, et une partie des investissements qui entrent dans la conservation, une partie des investissements qui entrent au profit des communautés locales. Est-ce qu'il y a des obstacles, des parcours à épingler dans la réalisation de tels projets, Monsieur Jeff? Les obstacles dépendent de la zone d'intervention. Je prends l'exemple du Nord Kivu. Le grand obstacle, c'est justement ces poches résiduelles des milices ou des inciviques qui, en fait, parfois attaquent les installations des projets hydroélectriques ou alors des convois. Deuxième autre contrainte, c'est l'appropriation. Donc une émission comme celle-ci, elle tombe au point parce qu'elle vise non seulement pas à faire la visibilité, mais là aussi la sensibilisation pour en fait impulser l'appropriation tant au niveau local, au niveau régional qu'au niveau national. Donc je parle l'appropriation, donc la compréhension facile. Par le passé, les parcs n'étaient pas beaucoup plus focalisés dans ce contexte de conservation et développement. C'est un nouveau concept et qui, en fait, demande une appropriation. Donc, ça surprend, comme l'intervenant dit tout à l'heure, il dit non, l'ICCN ou la Fondation Virunga, avant, il faisait juste la conservation pour la conservation. Non. Dans le nouveau concept, dans la nouvelle compréhension, on ne peut pas faire la conservation sans le développement. Donc, il y a un problème aussi d'appropriation. Troisième autre contrainte, c'est maintenant les entretiens. C'est un élément important lié à l'appropriation. Il faut une main-d'œuvre spécialisée pour entretenir ou pérenniser pratiquement ces investissements qui sont porteurs et qui entrent dans le cadre du pool économique au niveau provincial et au niveau national. Il faut une main-d'œuvre, il faut une philosophie, il faut une vision qui est dès le départ de l'initiateur pour la continuation pérenne. Et l'autre défi, l'autre contrainte, c'est en fait gérer bien ces projets de manière
à sécuriser et à mobiliser des financements de la part d'autres bailleurs qui peuvent se joindre aux efforts de l'Union européenne. Là, vous touchez déjà une partie de la réponse de la question que j'aimerais encore vous poser. Je vais quand même poser cette question, c'est par rapport à la pérennisation. Vous avez déjà évoqué quelques aspects, mais comment amener justement la population à s'approprier ces genres d'initiatives? Je vais peut-être paraphraser en disant une sorte d'adage. Lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous êtes fier lorsque vous arrivez 5 ans, 10 ans, 30 ans plus tard, que l'œuvre continue à porter des fruits. Donc l'Union européenne, qui a donné cet appui à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est un établissement public, a fait une subvention dans le cadre de la coopération bilatérale. En fait, elle sera plus satisfait si l'ouvrage ou l'œuvre continue à faire. Et qu'est-ce qu'il faut? Je crois que le grand défi auquel nous faisons face, c'est d'éradiquer toutes ces poches qui s'attaquent à certaines installations et ou encore, en fait, à des convois qui charrient le matériel vers les choses. Deuxième autre chose, c'est la capacitariat, c'est-à-dire impulser la main-d'œuvre locale pour un transfert. Nous avons des ingénieurs. Mais ce qui manque peut-être à nos ingénieurs peut être une expertise avérée, beaucoup plus pointue. Donc, à travers certains partenaires qui accompagnent, il y a aussi un transfert de main-d'œuvre de manière à ce que lorsque une infrastructure, lorsque une installation X de ce projet hydroélectrique qui demande une main-d'œuvre, une expertise externe, qu'on recourt à la main-d'œuvre locale, comme on recourt à l'expertise nationale qui est parfois, souvent, pas parfois, mais souvent, mieux offrant, mais aussi également pour la valorisation de tous ces ingénieurs, tous ces spécialistes en différents domaines, dans l'agriculture, dans la transformation, dans l'industrialisation. Et donc, un autre élément, c'est la gestion transparente de ces financements. La gestion transparente, être soumis à des audits de manière à démontrer que l'argent, le $10 qui a été mobilisé dans le cadre de l'Union européenne 11e Fed, en tout cas, il a servi à mettre en œuvre X ou Y projet. Ça, ce sont parmi les éléments clés. Et un autre élément qui peut servir pour pérenniser ça, c'est, vous savez, il faut qu'il y ait une sorte de, comment on appelle ça? La contribution de l'État congolais. C'est signé dans les accords bilatéraux, mais il y a certaines interventions qui requièrent, par exemple, la main-d'œuvre, le paiement des salaires. Le paiement des salaires, ça, il s'agit d'une obligation du gouvernement. Donc, si ces préalables ou ces facteurs pouvaient être pris en compte également à totalité, en tout cas, ça garantirait beaucoup plus la pérennisation des choses. Et le contexte d'une manière générale. J'ai parlé de micro, c'est-à-dire les petites bandes armées qui se livrent à des attaques, mais également dans un contexte aussi assaini économico-financier, global ou national. En tout fait, ça pérennise également de telles interventions. Parce que dans un contexte macroéconomique, lorsque le produit intérieur brut, il est satisfaisant au niveau du petit peuple, il peut se procurer de l'électricité, et cette électricité, soit il monte de ces petites usines de transformation, et qu'en ce moment-là, en tout cas, il y a un essor, il y a une sorte d'appropriation, il y a une sorte du bien-être social. Donc il y a beaucoup de filières qui peuvent s'ouvrir. Mais au niveau également de la conservation, la pression sur les ressources, en fait, la pérennisation de telles interventions, elle diminue la pression, parce que la pression, elle provient d'où? Elle provient par ce qu'on appelle la pauvreté. Okay. Donc, toutes ces populations, 400 à 600 000 habitants autour, par exemple, du parc national de Virunga. Tous ces gens, ils se liguent sur les ressources naturelles. Or, ces ressources naturelles, ils sécurisent la ressource protégée, conservée, qui est le gorille des montagnes. Le gorille des montagnes, qui, en fait, génère le tourisme. Si l'habitat est détruit, les gorilles partent, et donc on n'aura pas de tourisme, on n'aura pas de revenus. Donc, voilà un peu, c'est d'une manière cyclique. Voilà, Monsieur Jeff Mapilanga, directeur-chef du département technique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. La République démocratique du Congo, c'est environ 60% du massif forestier de l'Afrique, très riche en termes de biodiversité. C'est le premier poumon de l'Afrique. Il faudra étendre ces modèles ailleurs.
et l'écotourisme. Comment on peut arriver à développer l'écotourisme dans notre pays? Je crois que vous soulignez un aspect que j'ai effleuré en disant que les interventions de 11e fête ont également une composante touristique pour ce qui concerne tous ces aires protégées, notamment le parc national de Virunga, qui est pratiquement un des parcs les plus touristiques en RDC, où le tourisme date il y a longtemps. Le plus vieux parc, avec tous ces massifs forestiers, avec tous ces espèces de gorilles et de montagnes qui constituent une espèce emblématique, toute la population d'hippopotames qui a fait la fierté, la population de bifles, etc., des grandes antilopes. Mais également, il y a aussi le parc national de la Salonga, avec les bonobos, une forte densité des bonobos, une espèce endémique aussi en République démocratique du Congo. Il y a le parc national de Lupemba avec ses zèbres qui constituent une espèce phare au niveau du parc national de Lupemba, et le parc national de la Garamba avec ses girafes, ses hippopotames, etc., et toutes ces savanes herbeuses. Ça, c'est pratiquement un atout touristique favorable par rapport à toutes ces diversités de biotopes et de faune. Et que donc, l'ICSN, qui a une de ses missions, qui est le développement du tourisme dans le réseau des aires protégées, c'est un des défis majeurs. Lorsqu'il y a la conservation, il y a la paix, il y a le bien-être des communautés qui interviennent dans une partie de la chaîne du développement du tourisme, comme main-d'œuvre locale, ou bien comme dans le cadre de la production de tous ces objets souvenirs au tourisme. En fait, il y a un aspect promotionnel de ces aires protégées pour stimuler, en fait, la venue des touristes qui amènent non seulement pas les capitaux, mais également qui contribuent au développement, parce que tous les services qu'offre le tourisme profitent d'abord à la main d'œuvre locale, sans compter l'hôtellerie et dans les points d'embarquement ou de débarquement, etc. Donc dans le cadre beaucoup plus macroéconomique, le tourisme. Donc le tourisme est aussi un aspect qui est pris en compte. Alors, avant de clôturer cet entretien avec vous, Monsieur Jeff Mapilanga, avez-vous d'autres attentes en direction de l'Union européenne? Les attentes de l'ICSN pratiquement vis-à-vis de l'Union européenne, c'est de faire confiance davantage à l'Institut. À travers, il y a la question de mobiliser encore davantage parce que les défis sont immenses. En tout cas, un soutien tous azimuts dans le cadre de la mobilisation des financements pour, en fait, pérenniser et sécuriser ou garantir la production de toutes ces centrales hydroélectriques. Peut-être je n'ai pas parlé de ça. Il y a un nombre de 6 centrales hydroélectriques qui sont à pied d'œuvre au niveau de Virunga, dont 3 sont déjà opérationnelles et qui produisent déjà l'électricité, et au niveau des communautés riveraines, mais au niveau de la ville de Goma. Et j'ai parlé au niveau de la Garamba, il y a des études de faisabilité, ils sont très avancés, donc d'ici là. Donc, élément confiance, élément encore de mobilisation de plus de financement. Et en direction de la population, c'est un bijou très précieux que nous a offert le 11e FED. Donc, au niveau des communautés respectives ou riveraines respectives, c'est l'appropriation, parce que il ajoute un plus aux efforts qui sont débattus, qui sont en fait entrepris par le gouvernement. Donc, une appropriation par rapport à l'entretien de toutes ces infrastructures, mais également, en fait, cesser avec, pour ce qui concerne le Nord Kivu, c'est-à-dire sensibiliser tous ces individus qui persistent encore dans des poches des résistances des civiques, de cesser avec des exactions au niveau de toutes ces installations, parce que ça risque de décourager pratiquement l'investisseur. Et un autre important adressé à la communauté, c'est pratiquement d'avoir un engouement à toutes ces actions de professionnalisation ou alors de création des micro-industries de transformation, parce que la province du Nord Kivu, la province de Haut-Uélé et la province de Rachua, parce que ce sont des provinces agricoles. Et donc, tous ces produits agricoles, ils demandent un plus
qui proviendrait de la transformation à travers les interventions de l'Union européenne dans le cadre des 11e FED. Voilà, c'est par ces messages, Monsieur Jeff Mapilanga, directeur-chef du département technique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, que nous clôturons le magazine d'aujourd'hui, qui vous a proposé un coup de projecteur sur les volets environnement des projets financés par l'Union européenne, projets supervisés et mis en œuvre et suivis par la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement en République démocratique du Congo, la COFED. Ces magazines vous a été présenté par Jean-Marc Matouaki grâce à la contribution de Gisèle Lambolé, chargée de communication et gestionnaire des projets au sein de la COFED, et la contribution également de Patrick Bakombe, et à notre invité, Monsieur Jeff Mapilanga, directeur chef du département technique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous disons merci. Merci. Et à vous aussi, fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis et surtout merci d'avoir pris bonne note de toutes ces recommandations. Les rendez-vous est pris pour les prochains magazines. À très bientôt.